La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce journal. Au sommaire, les négociations sur la délimitation consensuelle de la frontière maritime Togo-Ghana. Les parties prenantes sont à Lomé. Dans cette optique, les deux pays vont ensemble s'accorder sur des points essentiels. En savoir davantage dans un instant. Signature d'un mémorandum d'entente entre le Togo et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies. Cet acte intervient dans le contexte de la formation interactive pour le Togo sur les informations préalables des voyageurs et dossiers passagers. Nous allons y revenir dans ce journal. Également dans cette édition, l'accord de coopération entre le Conseil national du patronat du Togo et le système des Nations unies. Ces deux entités s'engagent à contribuer au développement du secteur privé. Et puis, décès de la reine Elisabeth II ce 8 septembre à l'âge de 96 ans. La souveraine du Royaume-Uni s'est éteinte dans sa résidence d'été en Écosse, entourée de ses proches. Voilà pour les titres. Bienvenue. La frontière maritime Togo-Ghana sera très bientôt délimitée. Les négociations sont en cours. Les comités nationaux des frontières maritimes des deux pays sont à Lomé à cet effet. Ils vont ensemble s'accorder sur des points essentiels pour une tracée consensuelle. Christine Pechekialoudé. Le Ghana et le Togo, deux pays frères ayant en partage le même héritage, la zone maritime. Les deux commissions techniques en charge de la délimitation des frontières maritimes des deux États poursuivent les négociations pour une tracée consensuelle. Elles sont à leur 10e rencontre et déjà quelques points d'accord retenus. La ligne de base à partir de laquelle est mesurée les différents espaces maritimes, les eaux territoriales, la zone économique exclusive. Et le point de départ de la délimitation de la frontière maritime a été également trouvé. Maintenant, il s'agit que les deux parties, conformément à la Convention de Montego Bay, tracent une ligne consensuelle. Règlement négocié, un bon choix dont se réjouit la partie ghanéenne. Two countries must be very proud of themselves. The two countries will be hailed internationally. Nos deux pays doivent être fiers d'eux-mêmes. Nous serons appréciés sur le plan international si nous réussissons ces négociations. Nous devons garder à l'esprit que nos populations attendent beaucoup de nous. Une frontière bien négociée est signe de bon voisinage. Le ministre de l'économie maritime et de la pêche, à l'ouverture des travaux, s'est félicité de l'engagement des deux pays pour un aboutissement heureux des négociations. Le Ghana et le Togo, sous le leadership de leurs excellences, messieurs Nana Addo Dankwa Akufo-Addo et le président de la République du Togo, le président Faure Essozimna Gnassingbé, ont fait le choix, fort des liens fraternels qui unissent les deux pays, de privilégier un règlement négocié. Je me félicite à cet égard de la qualité des discussions qui ont eu lieu au cours des différentes sessions de la commission technique conjointe et de l'engagement constant des membres à rechercher le consensus autour des alternatives justes et équitables à la question de délimitation de notre frontière maritime commune. Si les négociations aboutissent et la frontière délimitée, chaque partie pourra librement jouir de sa zone. Cela participe à maintenir un climat de bon voisinage. Le Togo et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations unies formalisent leur coopération. C'est à travers la signature d'un mémorandum d'entente. Cet accord se situe dans le contexte de la formation interactive pour le Togo sur les informations préalables des voyageurs et dossiers passagers qui se tient à Lomé. Tchaznambaga. Ce mémorandum d'entente
formalise les relations de coopération entre le Togo et le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies. Il porte sur l'implémentation au Togo du programme des Nations Unies de lutte contre les déplacements des terroristes. C'est le couronnement d'un processus engagé depuis 2019 qui vise à identifier, à suivre les déplacements et les mouvements des terroristes afin de les empêcher de commettre leurs basses besognes. Le Togo est le premier pays africain sur 51 engagé dans ce processus à signer cet accord. C'est l'occasion que j'ai saisie pour remercier le chef de l'État grâce à sa carrure, son charisme qui fait que partout le Togo est leader. À partir de maintenant, ils vont déployer la formation pour tout le personnel en charge de la sûreté et de la sécurité. Ils vont nous financer dans la formation et ils vont même nous équiper. En direct du siège des Nations Unies, cette signature est scrutée avec intérêt par le sous-secrétaire général de l'institution mondiale. Le Bureau de lutte contre le terrorisme des Nations Unies entame ainsi avec le Togo la seconde phase du programme. À la clé, la mise en place d'une unité multi-agence en charge de l'information sur les passagers et la mise à disposition des logiciels. Ces logiciels sont des solutions des Nations Unies qui soutiennent le traitement et l'analyse des données des passagers. Go Travel va soutenir ce travail que fait le Togo pour pouvoir recueillir les données des passagers auprès des compagnies et des navires pour analyse. Cela permettra d'identifier et interdire et empêcher les terroristes de transiter par votre pays. L'intérêt pour le Togo, ça rentre dans le cadre de le renforcement de la sécurité nationale et aussi la sécurité internationale. Parce que nous savons tous que la menace des terroristes et les autres malfaiteurs, ça reste un phénomène international et transnational. Le Togo, qui fait face à sa frontière nord à une menace terroriste, salue cette coopération stratégique. Les chantiers demeurent immenses pour une mise en œuvre entière et complète du système RPCV et PNR. Nous voulons compter sur le soutien et l'assistance du programme City Travel pour relever les défis restants. J'ai saisi l'occasion pour féliciter tout particulièrement le Bureau des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme dans l'accompagnement des États. Cette signature intervient pendant que le Togo bénéficie d'une formation de base sur les informations préalables des passagers et dossiers des passagers. Cette session est prévue du 5 au 9 septembre 2022 à Lomé. Tout autre chose, le partenariat stratégique entre le Conseil national du patronat du Togo et le système des Nations Unies, désormais scellé. Par cet acte, ces deux entités s'engagent à contribuer au développement du secteur privé, à la protection des employés et à la promotion du travail décent, entre autres. Ceci dans l'atteinte des objectifs de développement durable. Alexandra Adekambi, Clarisse Aticlé. Le Conseil national du patronat du Togo et le système des Nations Unies ensemble pour l'atteinte des objectifs de développement durable au Togo. Les deux organisations signent la déclaration commune d'intention, celle qui les engage à prendre des initiatives conjointes en faveur du développement du secteur privé dont la contribution est attendue à plus de 50% dans la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025. Le patronat qui, à travers la feuille de route du gouvernement travail, nous nous retrouvons parfaitement au niveau des ODD, au niveau des RSE et tout cet ensemble qu'on retrouve également dans le plan stratégique du patronat a besoin de se réaliser à travers une coopération, celle que nous venons de signer dans les objectifs de développement qui, à l'horizon 30, arrive à grands pas. On a constaté que le Togo a fait beaucoup d'efforts. Donc aujourd'hui, nous venons achever cet effort. Également, dans cette niche de coopération, la promotion de la digitalisation et des innovations technologiques. Le CNP Togo usera donc de son rôle fédérateur au sein du secteur privé togolais et le système des Nations Unies, ses capacités de plaidoyer stratégique multiniveau pour le développement durable. Emploi, travail décent, responsabilité sociétale des entreprises, toutes ces questions seront explorées. Le rôle primordial des Nations Unies, c'est d'accompagner le gouvernement à travers un cadre de coopération.
qui a également des axes stratégiques toujours centrés sur les questions d'inclusion sociale et les questions de promotion et de protection de l'emploi. La contribution des deux organisations va être centrée surtout sur le programme national du travail décent qui définit les actions clés en termes de dialogue social, en termes de promotion de l'emploi décent. Durée du partenariat 2022 à 2026. Il débouchera sur la promotion du pacte mondial où des entreprises du secteur privé togolais seront connectées avec le réseau mondial des entreprises engagées en faveur des ODD. Les responsables de banques et établissements financiers sont en séance de travail à Lomé. Ils apprennent de nouvelles méthodes pour mieux accompagner les PME, les petites et moyennes entreprises, à être plus compétitives sur le marché. Carmen Madji Akapo. L'environnement économique de la zone UEMOA est caractérisé par un tissu industriel faible. La part des industries manufacturières dans le PIB total de l'Union est de 10,2%. Cette faiblesse s'explique en partie par les difficultés d'accès des entreprises au crédit bancaire. Plusieurs dispositifs sont donc mis en place au sein de l'Union pour aider les entreprises à être plus compétitives. Le programme de restructuration et de mise à niveau PRMN figure en bonne place. Le Bureau de restructuration et de mise à niveau du Togo sensibilise ici les banques et institutions de financement du Togo sur ce programme. L'objectif du diagnostic que les experts en mise à niveau font, c'est de déceler les problèmes de l'entreprise, mettre sur pied un plan pour relever le niveau de l'entreprise. Je pense que c'est déjà un moyen de réduire le risque au niveau du banquier. La réussite du programme de restructuration et de mise à niveau permettra aux entreprises d'atteindre des niveaux plus élevés de performance. Le Togo veut s'inspirer de l'expérience béninoise. L'expérience que nous avions faite avec les banques au Bénin, qui a été une expérience assez concluante, qui a impliqué les banques en amont et en aval, et où nous avons été même amenés à former les banquiers pour qu'ils puissent comprendre le secteur industriel, parce que vous savez que nos économies sont majoritairement soit de services ou du commerce. Donc l'industrie est une nouveauté. C'est un secteur important qui doit être développé. Et vous savez qu'aucun pays au monde n'est développé s'il n'est industrialisé. C'est donc clair. Les banques sont des actrices incontournables dans le processus de restructuration et de mise à niveau des entreprises et de la croissance économique. Il s'agira pour les banques d'apporter leur appui à l'entreprise de manière à ce que la relation banque et petite et moyenne entreprise puisse être développée, que les entreprises puissent être à un niveau où ils pourront valablement être des clients qui remboursent leurs prêts auprès des banques. L'appel est donc lancé. Les banques togolaises doivent bien jouer leur partition pour aider les entreprises à être plus performantes. La contribution du secteur privé à hauteur de 50% à la mise en œuvre de la feuille de route gouvernementale 2020-2025, c'est aussi à ce prix. Partons maintenant pour Blita. La ministre chargée du développement à la base et partenaire y était. Une sortie de terrain pour échanger à Egloudé avec les ménages bénéficiaires des transferts monétaires. Échange suivi de la visite des projets du PAM et UNICEF à Amalakle. Désiré à l'œil. Un joli bâtiment scolaire de 3 classes, un bureau et un magasin, le tout équipé. À côté, un ouvrage d'eau potable. Le tout matérialisé par le gouvernement togolais au travers du ministère en charge du développement à la base. En aval, un biodigesteur, un jardin potager mis en œuvre avec le soutien de l'UNICEF et du PAM, ici à Amalakle, dans l'ouest de la préfecture de Blita, pour assurer un bon fonctionnement de la cantine scolaire effective dans cet établissement scolaire en milieu rural. Nous avons commencé l'année passée et nous avons vu l'enthousiasme des communautés, leur adhésion à ce programme. Et aujourd'hui, nous sommes à ce stade-là, que vous voyez tout ce qui s'est fait autour d'ici. Et je voudrais aussi
remarqué la complémentarité avec les autres agences des Nations Unies. Donc voilà, pour vous dire gros que nous sommes très satisfaits de ce programme et nous comptons accompagner ce programme encore. Un déplacement du site du ministre du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi de jeunes, Myriam Dossou d'Almeida, accompagnée des différents partenaires pour toucher du doigt cette réalité. Visite après les échanges qu'elle a eus à Egloudé, 60 km de la ville de Blita, dans le sud-ouest, avec les ménages bénéficiaires des transferts monétaires de la phase additionnelle. Ce nouveau programme s'inspire du projet Parent, qui a permis pendant 18 mois à des Togolais vulnérables de bénéficier de transferts, mais surtout d'être accompagnés, formés pour créer des activités génératrices de revenus. Et un financement accessoire est mis en place pour leur permettre justement de renforcer leur autonomie. L'école d'Amalaké est un modèle de ce que nous voulons faire de la cantine scolaire. Mais au-delà de ça, on a créé des jardins autour de l'école qui permettent aux élèves un apprentissage et une familiarisation avec l'agriculture. Et notre ambition, c'est d'utiliser justement cet outil pour développer et renforcer les économies locales avec un focus, comme l'a voulu la loi, sur la production locale, la consommation locale. 73 ménages ici à Egloudé bénéficient des transferts monétaires sur un ensemble de 125 000 ménages à travers tout le pays, dans 1090 villages sélectionnés. Ceux qui n'ont pas encore pris là, moi je pense que grâce à Dieu, eux aussi vont prendre nous tous et on va améliorer notre foyer. Dans ma vie, c'est vraiment ça changé. On mange bien et on a économisé aussi pour quelque chose pour les enfants à l'école. Et aussi, on a économisé pour faire les petits commerces. Tous mes problèmes qui étaient difficiles, j'ai tout résolu. Côté élèves, côté nutrition, et j'ai un peu économisé. Je suis très fier avec le président. Ça diminue la pauvreté. Les ménages sélectionnés vont percevoir 6 tranches de 15 000 francs, soit un montant global de 90 000 francs CFA. L'AFD et la Banque mondiale appuient le gouvernement togolais dans cette action sociale qui contribue à combattre la pauvreté à la base. Coût du projet, 18,920 milliards de francs CFA pour renforcer réellement l'inclusion économique des ménages vulnérables. La Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes met en œuvre un nouveau projet. Le projet Faire taire les armes, une action à mettre à l'actif du mois de l'amnistie. Les médias sont mis à contribution pour sensibiliser la population. Nicole Attila Solange Amandé voit Lys Djamier. Une Afrique sans armes illégalement détenues, l'objectif est visé pour 2030. L'Union africaine et la Commission nationale de lutte contre la prolifération, la circulation et le trafic illicite des armes légères et de petit calibre mettent en place l'outil nécessaire, le projet Faire taire les armes. Présenté ici à la presse, et c'est toute une série d'activités mises en route. Les activités qui vont se dérouler puissent être relayées par la presse, pour que nos populations, que ce soit des villes ou des campagnes, puissent avoir l'information. Le 4 octobre qui est retenu pour la destruction. Pourquoi il faut détruire? Parce qu'il faut rassurer ceux qui ont remis les armes, pour que les gens ne se disent pas qu'en remettant ces armes-là, elles peuvent être utilisées à d'autres fins. Il y a les ateliers de renforcement des capacités qu'on aura à organiser dans 3 régions. À Sokoré, c'est le 12 septembre. À Dapon, c'est le 14 septembre. Le 16 septembre, à Kara, ceux qui sont concernés. Nous avons les forces de défense et de sécurité, nous avons les chefs de canton, nous avons aussi les élus locaux, avec le concours des chefs, pour que nos parents qui sont détenteurs d'armes illégales puissent les remettre et assurer la paix dans notre pays. Et partant, en Afrique de l'Ouest, on invite les uns les autres à s'approprier le projet et les remettre en toute tranquillité. Personne ne sera poursuivi. À terme, ce projet veut instaurer une paix durable, quand on sait que le développement a horreur des bruits de bottes.
À retenir également de ce journal l'examen du CFA, certificat de fin d'apprentissage, qui a débuté ce mercredi. Ils sont 39 139 artisans en quête de ce diplôme d'État. Le ministre Kokou Eke Odin s'est rendu dans certains centres d'examen pour constater l'effectivité des épreuves. Abidé les mots, Gisèle Kozona, reportage présenté par Ulrich Amega. Ils sont artisans, tous secteurs confondus. Coiffeuses, couturiers, menuisiers, maçons, tapissiers et bien d'autres. Tous sont ici évalués après 3 ans d'apprentissage. Je suis en train de coudre l'habit qu'on m'a soumise comme examen. Je me débrouille bien. L'examen se passe bien dans toutes les conditions que nous avons souhaitées. On nous a demandé de faire une construction d'angle pour nous évaluer durant notre formation. Et c'est cela que nous sommes en train de réaliser actuellement. Si tu as eu l'attestation de ce diplôme, donc ça montre que tu es vraiment homme de métier et tu es reconnu par l'État. La durée des épreuves varie selon les spécialités. Ceux qui auront réussi obtiendront leur certificat de fin d'apprentissage pour devenir patron. C'est sur 2-3 volets. D'abord l'épreuve pratique où vous allez, ce que vous avez appris à l'atelier, vous allez le faire. Et après, la technologie. Vous allez également passer à ça. Cette année, l'épreuve, vraiment la technicité, ça monte déjà. Et ceux qui vont réussir à cette épreuve, franchement, seront qualifiés sur le terrain. Le ministre, lors de sa visite, a encouragé les candidats. Son objectif, les voir réussir en nombre et devenir des professionnels irréprochables. Ils sont venus constater ce qui est en train. D'abord, est-ce que le matériel est en place, les matières d'œuvre? Est-ce que tous les candidats sont là? Est-ce que les membres de jury, les surveillants, correcteurs sont là? Bon, tous les candidats sont enthousiastes et nous pensons que les résultats seront très bien. Ces futurs patrons, pour les plus ambitieux, pourront passer dans la foulée de leur réussite le certificat de qualification professionnelle ou se préparer pour le certificat d'aptitude professionnelle, CAP, dans 2 ans. À Lomé se tient une rencontre de validation du rapport d'étude de faisabilité sur l'agence de l'éducation de la CEDEAO. Cette séance de travail est organisée pour valider le projet de rapport final de l'étude de faisabilité menée sur la manière la plus rentable de mettre en place et de gérer l'agence de l'éducation de la CEDEAO. Ceci de manière efficace et durable. Edwige Atapa Bassabi, Abidé Nyasimbe. Des experts de la CEDEAO relèvent qu'il y a un nombre important de certificats et des systèmes éducatifs non harmonisés dans l'espace régional, ce qui constitue un frein au transfert des connaissances et un défi dans la recherche d'emploi et la poursuite des études. Il urge donc d'approfondir l'intégration régionale qui est au cœur des objectifs de la CEDEAO. Nous savons très bien que un travail magnifique est en train d'être fait actuellement au niveau du baccalauréat par nos collègues de l'UEMOA. Nous sommes en partenariat avec eux, sachant que côté anglophone, ils avaient déjà harmonisé le système du baccalauréat depuis 1957. Et donc, il n'y a pas de souci. L'essentiel pour nous, c'est d'arriver à faire une jonction entre l'ensemble des systèmes qui existent dans notre région. Et c'est pour ça que l'agence est nécessaire. Parce que si au niveau de l'enseignement supérieur, côté francophone, c'est harmonisé plus ou moins avec le CAMES, au niveau des anglophones, ce n'est pas le cas. Si au niveau du secondaire, c'est harmonisé au niveau des anglophones, côté francophone, ce n'est pas le cas. L'existence d'une structure qui pourra fédérer en fait l'ensemble de tous ces systèmes et de toutes ces organisations qui existent pourrait permettre à notre région de parler d'une seule voix en ce qui concerne les diplômes. Je crois qu'on aura gagné un résultat. Ces experts régionaux provenant des 15 États membres de la CEDEAO examineront le rapport d'étape complet sur les politiques, stratégies et pratiques de l'éducation dans les différents États membres de l'organisation, ainsi que des propositions de méthodologie et d'approche.
Passons tout de suite à l'actualité internationale. La reine Elisabeth II, souveraine du Royaume-Uni, s'est éteinte ce 8 septembre 2022 dans sa résidence d'été en Écosse, entourée de sa famille. Son décès survient quelques mois à peine après son jubilé de platine marquant ses 70 ans de règne, le plus long de toute la couronne britannique. La reine Elisabeth II a régné plus longtemps que tout autre monarque britannique. Au milieu de changements et de défis étonnants, elle est restée constante et résiliente. Elle est devenue reine du Royaume-Uni en 1952. Elle n'était pas destinée à régner, mais lorsque son oncle a abandonné le trône en 1936, sa vie a changé à jamais. Elle est couronnée à l'âge de 25 ans seulement, le début d'une vie de service public. Je me consacrerai à votre service, mais je veux vous demander à tous de prier pour que Dieu me donne la sagesse et la force et que je puisse le servir et vous servir fidèlement tous les jours de ma vie. Et c'est ce qu'elle a fait. En tant que chef du Commonwealth, elle a effectué d'innombrables voyages à travers le monde. Louée comme une figure de stabilité et connue pour son sens aigu du devoir, elle a rencontré pendant son règne plus de présidents et de dirigeants que tout autre chef d'État. Disposant de peu de pouvoir exécutif, elle est passée maître dans l'art de la diplomatie discrète. Mais tout n'a pas toujours été rose. En 1992, 3 de ses enfants, le prince Andrew, la princesse Anne et le prince Charles, se séparent de leurs conjoints. Ce qui avait commencé comme un conte de fées prometteur est devenu un festin pour les tabloïds. La réputation de la famille est à son plus bas niveau depuis une génération. Ce n'est pas le seul dommage. Un incendie détruit une partie du palais de Windsor et le contribuable britannique rechigne à payer la facture. Selon les mots de la reine, 1992 n'est pas une année sur laquelle je me retournerai avec un plaisir non dissimulé. Elle s'est avérée être une annus horribilis. La mort de la princesse Diana dans un accident de voiture à Paris a changé l'opinion publique sur la monarchie. Le choc et le chagrin public sont immenses. La reine conserve sa réserve caractéristique et reste d'abord à Balmoral, une décision qui laisse la famille royale déconnectée de l'opinion publique. Mais un retour rapide à Londres permet à la reine de rester dans le cœur de son public. La monarchie se remet de cette tourmente. La popularité royale atteint de nouveaux sommets grâce aux petits-fils de la reine. Le prince William et le prince Harry épousent des roturiers, modernisent la monarchie et donnent naissance à une nouvelle génération qui suscite l'admiration du public. Mais en 2020, le prince Harry et Meghan Markle ont quitté la famille royale en se plaignant du traitement réservé à Meghan par les tabloïds britanniques. Ils ont cité des brimades et des attitudes racistes envers la duchesse. Celui qui s'est tenu aux côtés de la reine à travers tous les hauts et les bas de la vie royale était le prince Philippe. Au moment de son décès, ils étaient mariés depuis 73 ans. Elle a déclaré qu'il avait toujours été sa force. La reine Elisabeth II était forte, fiable et engagée, et le peuple l'aimait pour cela. La nation a eu l'occasion d'exprimer sa gratitude lors du jubilé de platine qui a marqué les 70 ans du règne d'Elisabeth. Les 4 jours de célébration et d'apparat ont apporté un soulagement bienvenu dans une période économique et politique troublée. En raison de la fatigue, la reine n'a pas pu assister à tous les événements, mais elle est apparue sur le célèbre balcon du palais pour s'entretenir une fois de plus avec ses sujets. Une image durable d'un monarque très apprécié. Et suite à ce décès, le chef de l'État Faure Esozimna Gnassingbé écrit dans un tweet ce qui suit. L'annonce du décès de la reine Elisabeth II ce jour suscite une tristesse qui s'étend au-delà de la Grande-Bretagne à la planète entière, tant la souveraine incarna une figure universelle du rayonnement de son pays et de l'amitié entre les peuples. J'adresse à mon nom et au nom du peuple et du gouvernement togolais nos pensées et prières à la famille royale et nos sincères condoléances au peuple britannique et à la grande famille du Commonwealth. La Tunisie est en pénurie alimentaire sur fond de crise alimentaire. Une pénurie due à des perturbations des chaînes d'approvisionnement et du hausse et coût du transport à l'échelle mondiale à cause de la guerre en Ukraine.
Pour confectionner ces gâteaux, cette pâtisserie tunisienne a besoin en temps normal de 3 tonnes de sucre par semaine, 4 tonnes de beurre et entre 7 et 8 tonnes de farine. Autant de produits devenus très difficiles à se procurer ces derniers mois dans un pays frappé par une crise financière et des tensions politiques. Ça c'est rempli par rapport à une petite chambre froide, mais c'est rien du tout. Donc ça c'est 2 jours et ici c'est 3-4 jours maximum. Donc nous on a l'habitude d'acheter par semaine justement. Ça c'est pour la semaine qu'on vient d'entamer. Mais comme on ne sait pas ce qui va se passer la semaine prochaine, c'est ça la crainte. L'entreprise a dû relever ses prix à 2 reprises depuis le début de l'année face au renchérissement des matières premières. Le président tunisien Kais Saïed a lui promis de sévir contre les spéculateurs à qui il impute ces pénuries. On peut trouver des substituts pour certains produits, mais pas pour tout. Donc c'est grave et on attend vraiment la solution qui arrive à l'échelle nationale. Ce que je reproche aussi au gouvernement, et c'est très important, c'est qu'il n'y a pas de communication. C'est quelque chose de très très important. Si on savait ce qui se passe, si on savait ce qui va se passer, ça réduit beaucoup notre stress et le temps qu'on passe tous les jours à trouver des solutions. Pour cet expert économique tunisien Mouez Adidan, la crise est surtout due aux problèmes financiers de l'État tunisien et ses faibles réserves de devises. Le pays est en négociation avec le FMI pour un prêt de 2 milliards de dollars. La note souveraine de la Tunisie, qui est triple C, est un facteur important dans cette situation et sur la crédibilité des fournisseurs tunisiens lorsqu'ils importent des produits. C'est-à-dire, lorsqu'ils importent du blé, de l'huile et d'autres produits, le fournisseur étranger pose des conditions pour être payé à l'avance. C'est-à-dire qu'au port, le fournisseur veut être payé avant de remettre la marchandise. Le ministre des Affaires sociales Malek Zahi a reconnu fin août que la Tunisie était confrontée à des pénuries, les imputant à des perturbations des chaînes d'approvisionnement et à la hausse des prix et des coûts du transport au niveau mondial. Voilà donc pour la hausse des prix en Tunisie. Sport football avec la tournée du trophée du mondial 2022 en Afrique qui se poursuit. Et ce jeudi matin, c'est au Cameroun qu'il est arrivé. Il a été présenté au public camerounais ce jour. Un anniversaire pour finir, celui du Brésil qui célèbre 2 ans d'indépendance. C'était un 7 septembre, 2 siècles déjà. Plusieurs activités ont marqué l'événement. Une soirée ponctuée de discours, de prestations et dégustations de mets brésiliens. Bref, une soirée riche en couleurs. Marie-Ange Bida, reportage. Ambiance à la capoeira. Art martial afro-brésilien, mais aussi forme de rébellion des esclaves et prix de liberté. Cette liberté, le Brésil l'a acquise le jour de son indépendance il y a 200 ans. L'événement est marqué au Togo par cette soirée. Sont conviés corps diplomatiques, institutions, représentants de ministères et chefs traditionnels. L'espace d'un moment, l'on remonte le cours du temps jusqu'aux premières heures de cette indépendance. L'histoire reprend ses droits. C'est l'histoire d'un peuple fondé sur 3 piliers principaux. 1. Les habitants indigènes, parmi lesquels le plus connu est le tronc de la famille linguistique des Tupi-Guarani. Ensuite, les Portugais, qui jusqu'à nos jours sont le visage le plus connu des Brésiliens. Les Blancs européens. Et les Africains, qui répondent aujourd'hui pour 51% de la population brésilienne. Mais surtout, ils sont les plus vibrants éléments fondateurs de notre culture, de notre musique, de nos rythmes, de notre cuisine, de nos manières uniques derrière la face ibérique ou la façade. Togo-Brésil, 2 pays, 2 histoires qui se croisent depuis des générations. Cela n'est pas près de s'arrêter, a relevé la ministre Myriam Dossou d'Almeida, représentant son collègue des Affaires étrangères. L'histoire du Togo et du Brésil
Elle est vieille de dizaines et de centaines d'années. Elle se conjugue en d'Almeida, en de Souza, en da Silveira, en Feijoada. 200 ans après l'indépendance du Brésil, nous voici ici en train de célébrer donc une histoire belle à laquelle je souhaite de continuer à être belle. Le raffermissement des relations entre nos deux pays n'est plus un projet et il va se poursuivre avec les nombreuses initiatives que vous portez. La célébration de ce bicentenaire, c'est aussi la dégustation de mets aux saveurs brésiliennes, le tout agrémenté d'une ambiance à la hauteur de l'événement. C'est ainsi que se termine ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo. Merci de votre fidélité. Très belle soirée à vous.